Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de la CIRTA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Benoît Rossan et Pascal Van Gurderbeck, euh, qui, euh, qui sont respectivement, pour Benoît, il est professeur à l'École polytechnique de Louvain, mais c'est plutôt en tant que président du Louvain Learning Lab qui nous interpelle aujourd'hui un peu plus par rapport à son rôle. Et Pascal, lui, il est conseiller pédagogique au numérique, également au Louvain Learning Lab, qui est évidemment, le numérique prend une place importante, là, je pense, dans le LLL, là, le Louvain Learning Lab. Donc, pour le webinaire, je vous propose aujourd'hui, si vous avez des questions, vous pouvez les noter entre autres dans Converser. Donc, dans le bas de l'écran, quand vous déplacez votre souris, il y a la possibilité d'envoyer un message à tous. Donc, ça sera possible, évidemment, de poser des questions là. Je propose, par contre, de laisser la présentation se faire pour ensuite être en mesure d'avoir une période de questions à la toute fin. La présentation devrait durer un maximum d'une quarantaine de minutes, ce qui nous laisse à peu près une vingtaine de minutes pour l'ensemble des questions. D'entrée de jeu, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà désactivé leur micro. Donc, je vous conseille de désactiver évidemment votre micro en allant simplement sur votre vignette et il va y avoir muet qui devrait apparaître. Puis à ce moment-là, c'est possible de fermer son micro ou en bas dans l'écran à gauche, on voit le micro où c'est possible de cliquer aussi sur muet. Puis à ce moment-là, ben, il n'y a pas de souci d'interférence. Moi, je vais également me placer pour économiser de la bande passante en mode muet, puis je vais également arrêter la vidéo. Donc, voilà, je cède la parole maintenant à Benoît et à Pascal qui vont, entre autres, tenter de répondre à la question comment le Louvain Learning Lab accompagne les enseignantes et les enseignants de l'UC Louvain dans la transformation des pédagogies actives, incluant les usages du numérique et les espaces d'apprentissage. Donc, ben, merci beaucoup tout de suite, Benoît et Pascal. Et voilà, je vous cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, en guise d'introduction, simplement présenter un tout petit peu ce que fait le Louvain Learning Labs. Et puis après, je passerai la parole à Pascal qui ira plus en détail par rapport à l'accompagnement par rapport au numérique. Donc, simplement pour, en deux, trois mots, hein, donc le Louvain Learning Labs, j'essaie d'avancer dans mes slides, ça pose problème. Voilà, en gros, c'était un service qui dépend de l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, donc qui regroupe environ une vingtaine de personnes avec 4 missions principales qui sont accompagner, innover, valoriser, chercher, que je vais très très rapidement essayer de survoler. Le premier élément, c'est qu'en fait, on se positionne comme étant une sorte d'incubateur qui est là pour aider les enseignants qui veulent innover, donc avec vraiment deux aspects. Le premier, c'est évidemment tout ce qui est numérique, c'est l'objet de notre webinaire de ce soir. Et le deuxième, c'est que si on change de numérique, si on travaille beaucoup sur des ressources qu'on met disponibles pour les étudiants, eh ben, il faut travailler sur le présentiel. Donc, on va travailler évidemment sur les deux aspects en combinant les deux le plus adéquatement possible. Je vais passer celui-ci simplement pour vous préciser le public qu'on a, c'est principalement donc des enseignants, mais aussi des assistants, des administratifs. Et on s'aperçoit que de plus en plus, dans nos formations et nos accompagnements, le professeur vient accompagner d'un assistant ou d'un collaborateur avec qui il va développer son cours. C'est un phénomène relativement nouveau, j'imagine que vous l'avez aussi chez vous. Comment est-ce qu'on travaille? Le premier B, c'est tous les B des formations. Pascal vous en donnera un détail plus précis tout à l'heure. Et puis, des cycles de formation. Les formations, c'est des éléments assez courts, alors que le cycle, c'est un peu plus complexe. Ça vaut la peine peut-être d'y prendre quelques instants. L'idée, c'est, quand on parle d'un cycle, c'est une formation qui est longue. C'est une formation de 2 jours, voire de plus. Alors, première formation, c'est une formation qui est proposée à tous les nouveaux enseignants, donc environ une trentaine d'enseignants
reçoivent l'université chaque année et ils sont tous invités donc, à participer à une formation globale donc, de 2 jours qui va dresser un panneau assez général de ce qu'est la pédagogie à Louvain et comment gérer leurs cours. Et puis, vous avez deux cycles qui sont le cycle classe inversée et le cycle construire et transmission des savoirs. Alors, classe inversée, c'est intéressant parce que c'est un cycle dans lequel, en fait, on prend une vingtaine d'inscriptions, mais ne peuvent s'inscrire que les personnes qui ont un projet. Donc, c'est-à-dire que moi, je viens avec le projet, éventuellement, je viens en équipe, avec l'objectif de dire, je veux concevoir, hein, transformer mon enseignement, donc le rendre en pédagogie, en classe inversée, pardon, dans le prochain semestre. Donc, je viens avec ce projet-là. Et donc, on va avoir toute une série donc, de formations, d'ateliers, de partage de pratiques qui fait qu'à la fin du cycle, j'aurai mon dispositif qui sera créé. Donc, c'est intéressant comme dispositif puisqu'on rentre en projet et on sort avec la fin avec le projet qui est fait. On accompagne également des enseignants, je passe très, très rapidement. On accompagne également des programmes. On n'imagine pas de pouvoir accompagner les enseignants seuls. Dans beaucoup de cas, on accompagne l'ensemble du programme. C'est ce qu'on appelle l'approche programme. J'imagine qu'elle est très bien développée chez vous aussi. On peut évidemment répondre à des questions dans ce cadre-là si vous le souhaitez tout à l'heure. On travaille également sur les MOOCs. On est actuellement, si je ne me trompe pas, à 28 MOOCs créés en 4 années. Donc, chaque année, on augmente notre portefeuille d'environ 4 MOOCs. Donc, on a vraiment toute la chaîne de production pour produire les MOOCs en interne. On travaille également sur tout ce qui est appui à l'évaluation, avec l'appui, donc tout ce qui est QCM, et puis beaucoup plus récemment Gridscope. Si vous le souhaitez, on peut en parler un tout petit mot. C'est un outil d'aide à la logistique de gestion de questionnaires étudiants. On travaille beaucoup pour tout ce qui est donc teaching portfolio, donc le dossier de valorisation pédagogique, hein, qui est un volet très, très important. Donc, depuis 2005, tous les enseignants sont obligés de faire un DVP et donc doivent le présenter à l'occasion de toute demande de promotion. Donc, c'est un point sur lequel on pourrait aller plus en profondeur si vous le souhaitez. L'accompagnement numérique, je n'en parle pas du tout, puisque Pascal va le faire dans un instant. On gère également tout ce qui est innovation. Il faut savoir qu'à l'UC Louvain, il y a chaque année environ 500 000 euros qui sont consacrés à des projets. Donc, n'importe quel enseignant qui le souhaite peut postuler et obtenir. Alors, le projet typique, c'est recevoir donc l'aide d'un collaborateur pendant un an, un collaborateur à mi-temps. Donc, on tourne aux alentours de 50 000 euros pour un sujet qui touche les pédagogies. Ça peut être faire un atlas, ça peut être faire de la gamification, ça peut être faire un support de traduction, tout ce que l'on souhaite, donc peuvent passer donc, dans cette gamme de projets. On en parle parce qu'en fait, on rentre dans la campagne où les gens doivent remettre les projets pour aujourd'hui. Donc, tout ça va suivre dans les semaines, dans les mois qui viennent pour nous. On travaille aussi beaucoup sur la valorisation. Hein. On a du mal à penser à tout ce qui est innovation pédagogique sans valoriser les acteurs. On travaille donc sur la valorisation et des acteurs, bien sûr, mais aussi valorisation des dispositifs, avec évidemment tout ce qui est DVP, j'en ai parlé il y a un instant, mais tout ce qui est aussi partage de pratiques. On a assez bien d'activités qui vont viser donc, le partage de pratiques. Ça veut dire donc un enseignant présente son innovation à d'autres enseignants. Donc ça, c'est un point qui semble aussi important. Et puis, on travaille également aussi un petit peu en recherche, principalement dans tout ce qui est mesurer les impacts de l'innovation, donc quelle soit, donc qu'elle soit purement numérique ou beaucoup plus globale. L'idée, c'est de mesurer l'impact que l'innovation peut avoir sur les différentes parties prenantes, évidemment les étudiants, mais aussi les enseignants. On met en place une série d'activités qui ont pour objectif de promouvoir et de porter un regard sur ce que sera le futur. La dernière en date de 2019, donc, ça s'appelle donc les Hack Apprendre. On a travaillé sur l'université ouverte dans un monde global. L'année précédente, on a travaillé sur c'est quoi l'université numérique de demain. Et on travaille le 17 mars prochain sur quels sont les métiers de demain. Avec les métiers de demain et comment est-ce qu'à l'université, on peut former à ces différents métiers. Alors, si vous allez sur le site de l'ELEL, vous allez trouver les différentes descriptions, mais en gros, on a identifié 5 métiers différents et on va travailler sur qu'est-ce que signifient ces 5 métiers. Le premier métier, c'est agriculteur urbain.
qu'est-ce qu'on a besoin pour devenir agriculteur urbain. Le deuxième, Pascal, tu vas devoir m'aider. Le deuxième, c'est tout ce qui touche l'alimentaire. Donc, comment est-ce qu'on peut former à la conception d'aliments de demain? Donc, hein, on parle d'aliments à partir d'insectes ou autres. Comment est-ce qu'il faut te former à ça? Le troisième, c'est tout ce qui touche les métiers médicaux globalisés. Donc, sociologue de la médecine, donc comment est-ce qu'on peut traiter globalement le patient et les différents points de vue médicaux. Et sur les autres, je cale. Enfin bon, si on tiendrait tout à l'heure, on vous les reviendra. Ça, ce sont nos activités de type prospective qu'on met dans l'enveloppe du Hack Apprendre. Pour terminer, un grand nombre de publications. Si vous allez sur le site de l'ELEL ou sur la plateforme OER de l'UC Louvain, vous avez toute une série de carnets qui sont communiqués, donc sur lesquels vous pouvez télécharger tous ces cahiers directement en PDF. Le dernier en date qui n'est pas sur mon écran, c'était comment promouvoir la créativité chez les étudiants, qui était le compte-rendu d'une école d'été avec l'Université Laval au Québec. Et je crois que le cahier a été chargé 2000 fois en moins d'un mois et demi. Vous donnez donc comme quoi ces cahiers sont assez populaires à utiliser sans modération. Il me reste, mais j'ai oublié de faire le visuel, hein. Simplement, je vous présente donc directement ceci. Prochaine activité qu'on organise, c'est à Louvain-la-Neuve, donc en Belgique, le 12 et 13 novembre 2020, l'organisation de d'Optis. Donc tout à l'heure, j'imagine qu'on pourra en discuter avec Pascal. Je passe la parole à Pascal pour présenter un peu plus les différents éléments spécifiques à l'accompagnement des TIS. Pascal, c'est pour toi? Ah. Tu essayes, Pascal, non? OK. On ne t'entend pas, Pascal? Voilà. Oui, merci. Je vais effectivement de réactiver le son. Benoît, est-ce que je peux t'inviter à non seulement quitter ton PowerPoint, mais également interrompre le partage d'écran depuis ton poste de travail, s'il te plaît? Pardon. Pas de souci. Arrêtez le partage, voilà. Je te remercie. Voilà, j'ai un petit check sur le temps qui défile en même temps. Voilà, ce que je vais vous présenter là, c'est un zoom sur les activités d'accompagnement liées aux usages pédagogiques du numérique. Donc, mon nom est Pascal Van Grunderbeek. Puis je travaille avec une équipe, surtout avec laquelle j'ai la chance de travailler. Nous sommes dépendamment des projets en cours, entre 4 et 5 à travailler au sein de cette équipe, avec une grande complémentarité et également des contacts très étroits, si je cite ici Isabelle Motte, des contacts très étroits avec le service informatique de l'UC Louvain. Ça nous semble important, non seulement pour des raisons historiques, mais aussi de richesse des interactions, de travailler dans une logique d'écosystème, le Louvain Learning Lab au service de l'université, mais également l'interaction avec d'autres services qui sont eux-mêmes au support des utilisateurs et utilisatrices de l'université. Ça nous semble extrêmement important. Alors, le sujet que je voudrais évoquer avec vous est articulé autour de cinq points que je vais brièvement parcourir. Quelques mots-clés peut-être pour situer le contexte dans lequel nous travaillons et les éléments qui guident notre mission. Je vais aborder des notions de continuum, je vais aborder des notions d'alignement. Un mot-clé qui est important aussi dans la mission, en particulier dans notre équipe, c'est le mot autonomie, puisque nous ne sommes pas dans des projets soutenus, inversement, contrairement, je dirais, aux collègues qui s'occupent des projets MOOC. Donc, je n'aborderai pas ici la problématique des MOOC. Un autre mot-clé qui est adoption des technologies et la notion d'engagement. Donc, quelques éléments de référence brièvement par rapport à ça.
Tout d'abord, c'est situer l'usage des technologies éducatives dans différentes formes de dispositifs d'enseignement. Et donc, ce continuum que vous avez là devant vous, inspiré des travaux de Bates, permet de situer l'utilisation des technologies qui est très moyennement ou voire absente dans une logique de face-à-face. Et puis, l'utilisation de la technologie va véritablement entrer en ligne de compte dès lors qu'on entre dans les dispositifs apparentés à ce qu'on appelle les formations mixtes ou blended learning. Donc, on parle du présentiel enrichi. Et puis, on a toute une gamme qui va vers la droite et qui glisse à ce moment-là vers des dispositifs qui se reposent essentiellement en ligne. On pense au MOOC, bien entendu, mais on pense aussi, avant cela, à des dispositifs de formation ouverts, sans interaction, dans lesquels les apprenants peuvent librement venir chercher une série de ressources ou un cours avec une entrée permanente. J'ai évoqué également le mot alignement, une autre référence qui est importante pour nous et d'autant plus que nous avons abordé très récemment, Alain faisait partie des acteurs de cette dernière école d'été que nous avons fait conjointement avec l'Université de Laval au mois de juillet dernier. Nous intégrons aussi dans les processus d'alignement, évidemment, les questions de pédagogie avec les objectifs, les activités et l'évaluation la notion de garder opposition de Radcliffe et collaborateurs, qui propose ici différentes formes d'interaction dans le triptyque pédagogie, espace, technologie, avec l'idée finalement qu'assez paradoxalement, les considérations espace peuvent presque paraître pour invisibles lorsqu'on conçoit son dispositif de formation. Et donc nous invitons les enseignants, les enseignantes avec lesquels nous travaillons à questionner la place de la technologie par rapport à l'usage qu'ils vont en faire dans leurs activités d'apprentissage à destination des étudiants, mais aussi à questionner la façon dont ces technologies peuvent décloisonner ou être intégrées dans les espaces de formation qu'ils vont investir, qu'il s'agisse de l'auditoire ou de l'amphithéâtre à banc fixe, avec le petit mètre carré auquel chaque étudiant a accès, ou si on a la chance de pouvoir exercer dans une classe d'apprentissage actif, pour reprendre un terme qu'on retrouve par chez vous. Un autre élément aussi que nous avons en tête lorsque nous accompagnons les enseignants et les enseignantes, c'est aussi une posture centrée sur le développement professionnel de l'enseignant, où notre attention va être d'avoir un positionnement qui va être sous les curseurs formateurs vers conseiller en priorité, avec l'idée que l'on cherche à faire des choix et travailler avec les équipes de telle sorte à ce qu'elles soient autonomes dans les usages de ces technologies. Et donc ça, c'est un principe très important qui guide en tout cas nos pratiques et qui oriente notre façon de fonctionner. Un autre élément que nous avons également en arrière-plan lorsque nous questionnons les innovations, pour autant qu'elles apportent une valeur ajoutée aux activités d'apprentissage proposées, c'est de se dire on est bien dans un processus d'adoption qui doit tenir compte avant tout des préoccupations de l'enseignante et de l'enseignant. Autant que des intentions d'usage pédagogique, avec tout le schéma de contraintes qu'on peut trouver autour de ça, quelle est ma liberté par rapport aux espaces que je peux investir, le niveau d'aisance, mon acceptation globale des technologies, et voilà, donc essayer de faire converger ces deux éléments-là, en référence notamment au dispositif Consensus-Based Acceptance Model qui est proposé ici. Un autre élément qui guide notre conception, nous en avons d'autres, mais celui-ci nous semble intéressant, ce sont les 4 niveaux d'engagement des apprenants dans les tâches d'apprentissage, en référence au modèle d'ICAP, qui a été développé initialement par Shea Wiley en 2014. Et donc, on cherche bien à distinguer la tâche d'apprentissage et les niveaux d'engagement qui sont proposés, et quelque part, on passe au tamis les choix technologiques dans les dispositifs, en questionnant les consignes, les activités qui sont associées à l'utilisation de ces médias. Et donc, si on lit ce schéma à l'envers, ICAP étant le I de interactif, le niveau entre guillemets le plus élevé qu'on puisse imaginer, ce modèle ici, si je dois donner des exemples concrets, je vais donner un exemple avec la vidéo. Quel pourrait être un usage passif qui consiste à recevoir de l'information au travers du média qu'est la vidéo, quelles qu'en soient ses formes, c'est prendre connaissance de l'information dans une courte vidéo en vue d'être capable d'en discuter lors de la première séance d'un dispositif de type classe inversée. Sélectionner, ça va être la mission associée à la consultation de cette vidéo qui va consister à demander aux étudiants d'identifier les éléments qui sont en lien avec telle ou telle théorie, par exemple.
Le troisième niveau, le C de constructif, a consisté cette fois-ci à proposer la mission, l'activité aux étudiants de générer de l'information, de construire un savoir autour de l'information qui se trouve dans ce média et donc de générer par exemple une carte mentale ou des éléments synthétiques de façon autonome. Et on peut questionner aussi les usages en collaboration, en interaction, cette fois-ci entre pairs. Et donc c'est toujours au travers de ce type de référence que l'on va questionner les usages de façon prioritaire. Alors, au niveau du contexte, comment fonctionnons-nous? Une des portes d'entrée qui nous permet d'entrer en contact avec les demandes d'accompagnement de la part des enseignants, c'est notamment, Benoît en a parlé, les cycles de formation que nous mettons en place. Vous avez là deux illustrations des programmes qui sont proposés. Si vous cherchez le numérique dans cette affaire-là, vous allez chercher en priorité toutes les cases orange. Comme l'équipe est nombreuse, on a la chance de pouvoir proposer pas mal de parcours. Et donc, l'offre, si vous voulez, est de permettre aux enseignantes et aux enseignants qui, effectivement, viennent souvent en équipe, de pouvoir choisir un module à leur choix, d'une durée 1 heure et demie, ou de pouvoir complètement combiner, agencer les modules de leur choix. Et donc, ils peuvent faire une journée intégralement dédiée à la vidéo, comme dans l'exemple qui figure à droite de cette illustration, ou alterner des différents types d'usages ou d'autres répertoires de compétences qui leur sont proposés. Alors, comment est-ce que ça se décline au niveau du numérique? Au fil du temps, nous avons décliné finalement 5 familles d'usages qui correspondent aujourd'hui à une offre de 12 formations, supportées principalement par un la première famille d'usages, celle qui fait l'objet du top 1 des demandes de la part des équipes, c'est aider les étudiants et les étudiantes à s'approprier, à mieux comprendre des matières. Avec l'idée magique, la vidéo va résoudre toutes les situations. Et donc là, il y a toute une grande variété évidemment de vidéos. La demande numéro 1, c'est de faire un traitement médiatique intelligent, interactif avec un média qui existe déjà. C'est l'usage principal à près de 60%. Et puis on entre dans d'autres gammes. On va chercher aussi des solutions collaboratives qui permettent de favoriser le travail en groupe. Framapad est l'une des solutions phares, mais il y en a évidemment bien d'autres. Les présentations innovantes sont au second niveau des demandes les plus courantes de la part des équipes enseignantes, avec là une variété d'outils. Le couteau suisse incontournable aujourd'hui, en combinaison par exemple avec Moodle pour animer son cours, sera H5P, qui est véritablement le couteau suisse du web aujourd'hui, et qui va permettre par exemple avec de la vidéo de pouvoir proposer des séquences de pauses intelligentes, de questionnement, de feedback automatique. Un peu de cette échelle-là. Donc voilà, une variété de propositions réunies autour de ces 5, même si ça n'est pas fait, si ça ne figure pas dans la présentation qui vient précéder. Également, de plus en plus, on a commencé à expérimenter depuis un peu plus de 2 ans maintenant le fait d'utiliser la ludification, le jeu sérieux de manière générale. Nous avions commencé au niveau numérique en s'inspirant d'abord d'un jeu existant qui s'appelle Enigma, pour ensuite s'autoriser à en créer un de toutes pièces autour des usages de Moodle. Et puis, ça nous a donné l'idée de questionner les enseignants sur leurs usages du jeu sérieux en formation. Et donc, nous avons une collègue qui nous a prêté main forte sur ce dossier qui est vraiment absolument passionnant et qui a répertorié près de 70 pratiques qui sont référencées aujourd'hui, documentées, et qui vont faire l'objet d'une publication ici dans la collection des cahiers dans les mois qui viennent. Un tout petit zoom ici sur le jeu Moodle que nous avons réalisé et qui est intégralement téléchargeable. Et vous pouvez le réutiliser, le modifier de votre côté. Ça a déjà été le cas de la part de plusieurs universités. Vous avez le lien qui figure juste là en dessous. Notre intention pédagogique était, au fond, comment encourager les équipes enseignantes à modifier leurs pratiques pour aller vers de la pédagogie active en faisant l'usage des fonctionnalités de Moodle qui sont adaptées à ces usages. Donc, on essaie de monter en gamme vers les portes rouges que vous voyez là, portes à ouvrir. Et donc, nous avons conçu un escape game, un jeu d'évasion dans Moodle, 100% dans Moodle, qui consiste à résoudre les énigmes dans 7 sections qui s'ouvrent successivement. Et donc, on ouvre virtuellement 7 pièces pour aboutir in fine à la sortie de la pièce. Donc là, on détourne le jeu l'univers de Harry Potter pour jouer à ces choses-là avec un certain succès.
J'ai parlé aussi d'un support d'auto-formation. Nous maintenons en équipe depuis quelques années déjà, et puis c'est un site qui est amené à évoluer, un site qui pour l'instant est référencé sous le nom de mediatis.uclouvain.be et qui référence plusieurs ressources essentiellement autour du média visuel, vidéo et audio. Il sera amené à s'élargir ici dans peu de temps. Voilà pour les éléments de contexte. Alors, quelques données très rapidement, mais j'ai déjà cité quelques informations. Dans le podium des principales demandes d'accompagnement et de formation qui sont exprimées par les équipes enseignantes que nous accompagnons figurent les vidéos pédagogiques avec la grande question classique: comment puis-je améliorer la compréhension des étudiants? Ça, c'est plutôt des questions individuelles ou de petites équipes. Nous avons également un très grand nombre de demandes, en particulier depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, d'équipes d'assistants et d'assistantes qui disent notre cadre tend à diminuer, le nombre d'étudiants, lui, au contraire, tend à augmenter. La charge de cours est importante, notre charge de recherche elle est évidemment tout autant. Comment peut-on garantir un enseignement de qualité avec des groupes qui s'agrandissent et des espaces qui ne permettent pas d'accueillir plus de 20 personnes avec des manipulations compliquées? Donc là, la vidéo peut être un recours évidemment intégré dans un dispositif plus riche. Donc ça, c'est vraiment les grandes demandes. Les supports et les présentations innovantes, les alternatives aux classiques PowerPoint, ou en tout cas qui sont des invitations à revisiter ces supports interactifs, en deuxième position. Et puis l'intégration des ressources et activités dans les plans de cours, donc Moodle par exemple chez nous qui est utilisé en autonomie par les enseignants. Bon, je passe rapidement sur ces chiffres ici qui ne sont pas d'une grande importance ici. Un petit zoom sur les vidéos. Nous avions interrogé un certain nombre d'enseignants et d'enseignantes. Il y a eu la gentillesse de répondre à un questionnaire ici récemment pour voir un petit peu quels étaient leurs usages finalement des vidéos et pour mesurer aussi un peu l'impact de cette formation. Donc une modalité de formation qui semble satisfaire un grand nombre de participants, avec le site d'auto-formation qui est jugé comme effectivement un bon complément. Et puis nous, ce qui nous intéresse derrière ça, c'est de déclencher, c'est de détecter des besoins d'accompagnement plus spécifiques. C'est le cas pour 20% à peu près des demandes. Et aucune combinaison de modalités particulières ne sont privilégiées. Donc, voilà un petit peu les modalités. Alors, on les a questionnés aussi sur le type de ressources vidéo qu'ils produisent. En majorité, ils utilisent des vidéos existantes, d'où l'importance évidemment d'accéder à des ressources éducatives libres, ouvertes, ou ils produisent en deuxième cas des démonstrations ou des enregistrements d'écran, donc les classiques screencasts. Voilà, donc on a pu observer une mise en œuvre de réalisation de vidéos pour deux enseignants sur 3. Je vous passe les détails ici sur le type de logiciel qu'ils utilisent. Ce qu'on a pu mettre en place aussi à l'occasion de ce travail-là, puisque la notion d'autonomie et puis d'observer les usages spontanés qui sont faits par les uns et les autres, ben, voilà, on a quasiment tous et toutes un appareil mobile à portée de main, qu'il s'agisse d'une tablette ou d'un smartphone. Et donc, on a proposé un dispositif d'accompagnement basé sur un kit qui est consultable en ligne et que les enseignants et les enseignantes peuvent acheter intégralement ou partiellement et qui leur permet alors de réaliser des vidéos en autonomie ou de proposer encore mieux à leurs étudiants de le faire. Donc, on a des facultés qui commencent à s'équiper avec ce petit kit tout simple pour une somme relativement modique et qui permettent de donner la priorité au son et de faire des activités de captation. Là aussi, des enseignants en voyage ou en pause académique et qui mettent à profit cette année pour interviewer des collègues ou observer des situations. Donc, ça fonctionne pas mal. Voilà, je vous passe rapidement ici sur la façon dont ça avait été perçu par les répondants. Pour 1 sur 3, ils trouvaient ça intéressant. Voilà. Et donc, on observe maintenant par rapport à ce kit, notamment, c'est ça qui nous intéresse, c'est que au-delà des ressources et des activités proposées par les enseignants, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent suffisamment à l'aise avec ces technologies pour les proposer comme activité de production auprès de leurs étudiants et de leurs étudiantes. L'exemple de la vidéo produite avec un smartphone est un exemple de ces éléments-là. Alors, par rapport aux notions d'équipement, Benoît a évoqué des formules d'abonnement du logiciel que nous mettons à disposition en concertation avec les équipes informatiques. Donc, nous mettons à disposition à l'échelle de l'université, et c'est clairement un facteur qui facilite grandement les choses, un système de télévoteur. Il s'agit en l'occurrence d'un système belge qui s'appelle WooClap. Donc là, c'est un abonnement en ligne que nous renouvelons depuis quelques années maintenant et nous avons dépassé ici, j'ai vérifié les chiffres ce matin,
nous en sommes très exactement à 824 utilisateurs actifs, ce qui est, d'après WooClap, un excellent chiffre. De notre point de vue, on peut continuer à progresser. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de favoriser les occasions en anonymat de répondre, donc de permettre d'interagir en très grands groupes. Ça fonctionne évidemment en plus petits groupes, mais c'est surtout pertinent dans les groupes plus grands. Donc c'est un outil qui est très apprécié parce qu'il est facile à prendre en main, il est facile à intégrer dans son cours et il permet d'augmenter les occasions d'interagir et d'obtenir du feedback dans les deux sens, des rétroactions dans les deux sens grâce à cet outil. Nous avons plus récemment pu mettre à disposition le système de mur collaboratif en ligne qui est Padlet, là aussi également à l'échelle de l'université, donc ça c'était plus récent. Et en cours actuellement, Benoît en a parlé également, le logiciel Gradescope, qui est un logiciel en ligne d'aide à la correction de questions ouvertes et de tests de travaux écrits. Donc là, il permet à un enseignant, une équipe d'enseignants seule ou en équipe, de pouvoir travailler sur ce type de questions avec beaucoup de cohérence et beaucoup de confort, même la possibilité de revoir les notes, etc., de façon équitable. Donc, c'est vraiment un outil qui a beaucoup de potentiel, qui va être mis entre les mains, qui est pour l'instant en test et qui va être mis entre les mains très prochainement à l'ensemble de la communauté universitaire. Toujours en interaction avec le GSI, des conditions d'éducation, en partenariat avec une série de solutions en ligne. On pense à Adobe, mais il y en a d'autres également. Et je vous ai présenté visuellement un exemple du kit pour filmer avec le smartphone ou la tablette, qui a été illustré, dont je rappelle ici un exemple juste à l'écran. Voilà, donc là j'ai cité également cette typologie des usages de la vidéo qu'on a simplifié ici en la proposant centrée sur les activités d'apprentissage engageantes. On part d'abord de vidéos existantes et puis on encourage à ce que ces vidéos soient réalisées aussi bien par les enseignants que par les étudiants. Alors, plus récemment, depuis à peu près le mois d'octobre-novembre maintenant, et on est en pleine phase d'appropriation et d'expérimentation à une plus grande échelle. Nous venons de faire l'acquisition d'une borne à vidéomaton. Donc, on connaît le principe du photomaton. Hein. On entre en autonomie, on ressort avec sa bande de photos de carte d'identité. Ici, la promesse est la même. On part du support de l'enseignant qui est majoritairement son support PowerPoint. Directement avec son ordinateur portable, comme il le ferait dans sa salle de classe habituelle. Et le fond vert qui se trouve au fond de l'image principale est remplacé à ce moment-là par différents médias, soit une incrustation par un décor fixe qui est enregistré sur la borne. Donc là, on peut vraiment, c'est la promesse de venir avec les mains vides. Et donc, on peut répondre à des questions. On a un enseignant, par exemple, qui, après chaque séance, chaque séance animée généralement le vendredi matin, vient immédiatement après. Donc, il réserve le mini-studio et il vient répondre aux questions complémentaires où il vient proposer des éléments de renforcement immédiatement après sa séance. Donc, il trouve ça très confortable et surtout, ça lui fait gagner beaucoup de temps. Donc là, il vient entre guillemets les mains vides et il répond, il fait du complément. Ou alors, en préparation dans un dispositif de type classe inversée, il prépare à ce moment-là de courtes vidéos qu'il met à disposition de ses étudiants et qu'il diffuse au travers de la plateforme et qui sont réalisées en complète autonomie. Je viens avec mon PowerPoint, je le branche et je ressors du mini studio avec une clé USB avec la vidéo prête à l'emploi. Donc, à l'usage, pour l'instant, ça semble être un système qui tient vraiment ses promesses et qui est très apprécié des enseignants. Plus récemment encore, et là, on va commencer son expérimentation également, le système de diffusion vidéo de l'université permet également de faire de la diffusion de podcasts audio. Donc là, on sera plutôt sur un audiomaton, si vous me permettez la transition, le continuum photomaton, vidéomaton, audiomaton. Et donc là, un dispositif qui permet d'enregistrer ces voix et de les partager confortablement avec une qualité professionnelle et un niveau d'autonomie très grand. Voilà. Et puis je suis sur les aménagements et les travaux que nous mettons en place, les expérimentations de type salle d'apprentissage actif ou les claques, hein, comme on peut lire ça au Québec. Donc voilà, là pour l'instant, nous avons deux espaces d'animation de ce type-là. Un espace situé à gauche, une illustration qui est plutôt un espace
Alors, il a un petit peu changé, mais voilà, on a veillé à changer les éléments d'acoustique, les éléments de connectique, mais surtout les espaces d'écriture. En fait, les deux éléments les plus importants sont de soigner l'acoustique et de permettre la collaboration sur base des surfaces d'écriture infinies. C'est vraiment les usages numéro un qui sont faits avec une grande mobilité dans la salle. Et puis dans un autre espace que nous sommes en train d'aménager là tout récemment, nous allons expérimenter des principes de comodalité et donc, par exemple, la possibilité, soit pour les étudiants à besoins spécifiques, soit pour un enseignant ou une enseignante à distance, de pouvoir interagir véritablement autour de la table de travail. Et donc, comme vous le voyez là sur l'image de droite, un robot de téléprésence qui vient participer activement à une conversation. Là, il s'agissait d'étudiants dans le cadre d'un travail international. Je termine sur des publications existantes ou des collaborations en cours. Donc le LLL fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau des Learning Labs, qui est principalement basé en France, qui a commis deux publications, donc une série de conseils pour réussir, ou en tout cas essayer d'éviter un certain nombre d'erreurs dans la conception d'un espace de ce type-là. Un livre blanc qui est paru récemment, et puis nous sommes en train de travailler collaborativement et nous avons la chance de compter Alain dans l'équipe des co-contributeurs sur l'édition d'un futur cahier consacré aux espaces physiques d'apprentissage, qui est le fruit de la dernière école d'été que nous avons réalisée en juillet dernier, donc une publication qui est en cours là, sur le sujet. Voilà, qui termine mon intervention. Je vais arrêter le partage. Et nous sommes, Benoît et moi, à votre écoute pour répondre à vos questions. Bonjour. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Maintenant, j'invite les participants à activer leur micro et aussi leur vidéo si possible pour poser une question. Donc, M. Safari, c'est possible de poser votre question. Bonjour. Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien. Je vous félicite d'abord. Excellent travail, un centre de soutien et d'innovation très, très, très actif. Vous avez énormément de choses, je vous félicite vraiment. Au niveau de la formation des enseignants, j'aimerais avoir votre avis sur la participation des enseignants et la modalité que vous faites. Est-ce que c'est en ligne? Est-ce que c'est en présent? Merci. Demain, Pascal, tu complètes. En fait, on a 3 modalités, dont 2 sont actives pour l'instant. La première, c'est les LLD. Donc, en fait, on organise 4 jours par an. Et ces 4 jours, c'est les 4 que Pascal vous a montrés. Sur ces 4 journées, on a des slots d'1h30. Donc, il y a 4 ou 5 streams en parallèle. Donc, vous avez... Est-ce que c'est obligatoire pour les... C'est tout à fait libre. OK. Mais on se rend compte qu'en faisant des événements, on a plus de monde qui vient. Parce que le gros problème qu'on avait, c'était beaucoup d'enseignants s'inscrivaient puis ne venaient pas. Donc ici, on essaie de créer un événement. Et en fait, les temps entre les modules sont aussi importants. Puisque donc, je passe d'un module, puis je vais à l'autre, je croise des gens, je vais manger avec eux. Donc, ce sont les temps de partage qui sont fort importants. Ça, c'est la modalité privilégiée. Alors, on a une autre modalité qui est à la demande. C'est-à-dire que n'importe quel enseignant d'université qui le souhaite peut demander pour revoir le module rejoué chez lui, pour autant que les gens disent, moi, on sera 8. Donc, je réunis 8 collègues et ensemble, on fait une demande et donc, on rejoue le module où vous voulez. Donc, ça, c'est une modalité qu'on lance assez bien maintenant parce que comme ça permet de le faire en équipe. Et puis, la troisième modalité qui n'est pas encore vraiment opérationnelle, c'est pouvoir s'inscrire de façon autonome et donc d'avoir suffisamment de ressources que pour pouvoir faire le module par soi-même. Alors, éventuellement, avec des points de contact ou autre, on n'a pas encore très bien travaillé. Donc, ce troisième volet n'est pas encore opérationnel maintenant. Oui, donc les modalités, Benoît vient de le dire, sont essentiellement en présentiel. Il est vrai que c'est souvent quelque chose qui est très différent des pratiques qu'on peut observer, notamment chez vous, où l'aspect des distances est évidemment beaucoup plus prégnant. On a aussi la chance d'être situé sur l'un des sites. L'Université catholique de Louvain est une université qui est composée de différents sites répartis sur le territoire francophone de la Belgique. Je pense que, de mémoire, Benoît, il y a 9 sites, je pense. 4 principaux, oui.
quatre principaux et puis quelques satellites autour. Et donc, l'essentiel, je dirais, des équipes sont autour de Louvain, mais nous nous déplaçons évidemment. Et force est de constater que le fait de se déplacer et d'aller à la rencontre physique des collègues est encore une modalité extrêmement appréciée. Dire aussi que nous avons expérimenté au fil du temps différentes formules pour voir un peu les attentes et aussi bien au niveau du format que des thématiques. Et donc, nous avons initialement lancé ce qu'on avait appelé les piscines du numérique. Donc, en gros, c'est qu'est-ce que tu fais ce midi? Tu viens nager avec moi? Ben non, je ne peux pas, j'ai piscine du numérique. Et donc, là, pendant 1 heure et demie, l'idée, c'était vraiment de se caler sur le temps des enseignants, le temps libre des enseignants entre 2 séances de cours. Il était très tentant, évidemment, de faire quelque chose de plus long. En dessous, ça paraissait compliqué, mais on a cherché à chaque fois, ça nous oblige, en fait, dans notre travail de veille, à aller chercher l'essentiel et permettre un panorama de 3-4 outils dont les enseignants peuvent s'emparer directement à l'issue de la séance. Donc ça, c'était un exercice intéressant pour nous parce que ça nous a obligés à être très à l'écoute et faire en sorte que le format fonctionne bien. Et puis, on avait mis aussi en place des formules café pédagogiques. Donc là, en gros, vous venez avec votre repas, on vous offre les boissons et le dessert. Et puis, en échange, on discute d'une série de thématiques qui étaient proposées. Donc, on avait en magasin une série de ressources. On disait, tiens, j'observe des usages des tablettes qui ont l'air intéressants. J'observe des usages très différents, mais qui ont un mot commun qui est susciter la rétroaction. Bah, mettons ensemble autour de la table 1, 2, 3 témoins qui vont discuter librement, pas de présentation PowerPoint, discussion libre. Et donc, on s'est nourri aussi beaucoup de ces observations-là. Et puis, Benoît a aussi cité les projets de développement pédagogique, les FDP. Et donc, ce sont aussi des sources d'information, puisque dans nos missions d'accompagnement, nous avons aussi une mission d'accompagnement de ces projets dans leur écriture. Donc, c'est un moyen de détecter les besoins et les thématiques intéressantes aux yeux des équipes enseignantes. Et puis, dans les accompagnements que nous faisons, nous intervenons aussi sur l'évaluation de dispositifs. Et donc, ce sont autant de canaux, de faisceaux, si vous voulez, convergents pour essayer de détecter les besoins et de mettre au point les modalités, mais qui, pour l'instant, reposent essentiellement sur du présentiel. On a en tête de créer une série d'open courseware qui vont être en cours de construction. On imagine aussi des collaborations aussi, pourquoi pas. On est très, très curieux et on trouve particulièrement intéressant les dispositifs qui sont en place, auxquels contribue notamment l'UQAM, enseigné à l'université. Donc, de votre côté, je ne reviens plus sur le nom exact du site, je vous demande de bien vouloir m'en excuser, mais voilà, on trouve que l'idée de pouvoir s'inscrire librement et avec des thématiques qui recouvrent largement les nôtres peuvent être l'objet aussi d'enrichissement mutuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, je voudrais juste en savoir un peu plus sur les ressources éducatives libres, comment c'est organisé, comment se fait la curation et où elles sont hébergées. Merci. Il y a d'abord la réponse institutionnelle, hein, qui est l'université a eu un souhait de développer ça. Donc, il y a eu un plan financier qui a permis aux gens de développer leurs propres ressources. Donc, il y a eu un appel. Donc, les gens ont pu postuler et obtenir un peu d'argent pour travailler sur ces ressources. Donc, ça a vraiment été encouragé par l'université. Donc, actuellement, la voie officielle, c'est qu'il y a un site qui s'appelle OER UC Louvain. Et donc, n'importe qui peut y accéder. Et de notre côté, donc, nous, on soumet simplement les propositions. Et c'est une des conseillers chez nous qui les incorpore. Donc, en termes de curation, je veux dire, c'est plutôt une autocensure. Donc, on ne dépose que des choses dans lesquelles on est fier. Mais il n'y a pas, à proprement parler, à ma connaissance, il n'y a pas eu de travail où on a refusé d'en placer. Peut-être, Pascal, par rapport aux autres outils que vous mettez en place, quelques mots là-dessus ou... Mais je pensais aussi peut-être pour compléter ta réponse sur les OIR. Donc, effectivement, il y a une série de sujets soutenus, enfin de projets soutenus. Donc, il y a eu un appel à projets spécifiquement orientés autour des ressources éducatives libres. Et puis, il y a d'autres
d'autres projets soutenus aussi qui sont autant d'encouragement pour les équipes enseignantes à produire des ressources qui sont proposées en ressources ouvertes. On pense aux MOOC, sachant que les MOOC sont conçus comme des éléments de contenu en réponse au programme des étudiants. Donc, il ne s'agit pas il n'y a pas de volonté de créer de MOOC vitrine, comme on peut les appeler à certains endroits. Donc, ce sont des contenus à destination des étudiants. Et donc, les enseignants, de fait, sont très vivement encouragés. Donc, il n'y a pas d'obligation, encore une fois, mais on constate que c'est une mode de fonctionnement qui fonctionne assez bien. Et donc, ils sont encouragés à mettre à disposition l'ensemble de leurs ressources. Et le canal d'entrée, il n'y a effectivement pas nécessairement de curation, puisque l'accès au dépôt est de façon privilégiée réservé aux enseignants de l'UC Louvain. Des ressources que je vois majoritairement, ce sont celles qui sont produites par les enseignants. Donc, il s'agit là d'une déclinaison d'une partie de la totalité de leurs ressources de formation qu'ils utilisent déjà dans le cadre de leur enseignement. Okay, j'aurais dû commencer par là. On a édité une plaquette, donc c'est dans la collection des cahiers du LLL, qui sont donc sur le site OER de l'UC Louvain. Donc, c'est Open Education, quelques clés pour s'en emparer, qui peut peut-être vous intéresser, parce qu'en fait, on se rend compte que les gens sont assez volontaires pour déposer, mais on a plus de mal à leur faire comprendre que l'OER, c'est plus large, que c'est aussi prendre des choses des autres et puis les incorporer dans ses propres dispositifs. Donc, en fait, on a plus de mal dans ce sens-là que dans le sens je dépose. Bien, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question maintenant encore? Oui. Je ne veux pas monopoliser quand même la discussion, mais j'ai plusieurs questions, mais c'est parce qu'on est sur le point de lancer en fait un centre pédagogie. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de questions. Au niveau de ressources humaines, au niveau de les expertises qui sont dans votre centre, quelles sont ces expertises? Combien vous êtes? Et quand il y a une gestion de projet, par exemple, il y a un enseignant en formation hybride qui vient chez vous pour l'accompagnement, comment ça se passe cette gestion de projet? Je sais que c'était trop large et plusieurs questions. Peut-être d'abord la première partie, j'avais compris comment est-ce qu'on est organisé. Il y a peut-être une question là-dessus aussi, c'est ça? Bon, on est répartis en cellules. Pascal, lui, coordonne la cellule innovation pédagogique. Et il y a d'autres cellules à côté. Il y a une cellule qui s'occupe des MOOC. Il y a une cellule qui va s'occuper de ce qu'on appelle approche programme et qualité, pour tout ce qui est accréditation, etc. Et évaluation des enseignements par les étudiants. Et il y a une cellule qui s'occupe de tout ce qui est évaluation des acquis. Donc, ce sont les évaluations des acquis des étudiants. Une cellule qui s'occupe de tout ce qui est dossier enseignants, donc valorisation des enseignants, DVP, etc. Et une cellule qui s'occupe de formation. Donc, ça, c'est les… Et alors, tous les 15 jours, un représentant de chaque cellule se rencontre dans ce qu'on appelle un bureau. Et toutes les demandes qui viennent au LLL sont redirigées vers ce bureau. En fait, les demandes traditionnelles sont directement traitées dans les cellules, mais il y a de plus en plus souvent des demandes qui sont soit très importantes en volume, soit à la marge entre plusieurs cellules. Et donc là, alors on les traite au sein du bureau. Donc, une fois tous les 15 jours, on fait le point et on essaie de répartir le travail comme ça entre les différents conseillers. Ça éclaircit ou… Oui. Alors, pour la petite histoire, on est donc une vingtaine de personnes. Tout le monde n'est pas à temps plein. Et puis, il y en a seulement une dizaine qui sont au cadre. Les autres sont sur base de projet. Donc, régulièrement, on doit rentrer de nouveaux projets au niveau de l'université ou au niveau international pour obtenir des financements pour compléter le staff. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, il y a 4 expertises au niveau pédagogique, il y a 3 expertises au niveau technique. Combien, j'imagine, il y a 3 langages dans le centre, en pédagogie, technique et gestion, en fait. Il y a combien dans ces… Ce qu'on essaie, c'est d'avoir au moins une personne qui est une personne au cadre, donc qui est permanente. On essaie d'avoir au moins une personne dans chacun des domaines que j'ai cités.
hein, et alors, on complète en fonction des projets qu'on obtient. OK, parfait. Merci beaucoup. On essaie d'avoir une personne quand même au départ. On est également fort dans une logique d'accompagnement, hein. Donc, en fait, on développe très peu à la place d'eux. On accompagne le développement des choses, mais toujours, Pascal a très bien dit, dans une optique de développement professionnel. Donc, en fait, on se rend compte que la demande initiale, elle est souvent très, très technique. Ah, j'aurais bien une vidéo pour faire ça. Et puis, dans la discussion qu'on a, on se rend compte que le problème, il est peut-être plus global. Et puis, on doit mettre en sorte que l'étudiant, précisément l'enseignant, devrait être capable, à terme, de pouvoir développer par lui-même. Hein, puisqu'on n'a pas de vocation, nous, de faire des vidéos à la chaîne. Il y a un autre service de l'université qui s'occupe de ça. Donc, nous sommes simplement pour l'accompagnement pédagogique. Pascal, tu veux Merci compléter? beaucoup. Oui, une modalité qu'on a, dépendamment des moyens, des ressources humaines dont on peut disposer à un moment donné. Je vais prendre deux exemples. L'exemple des cycles enfin, je vais utiliser un autre mot-clé qui est le mot appartement. Je vais commencer par le mot cycle. Ici, nous espérons obtenir les moyens de financer. Benoît a parlé d'un cycle sur les classes inversées et nous avons imaginé à présent de pouvoir proposer un cycle aux enseignants sur une base volontaire et sur base d'un appel à intention de projet de réalisation. Donc un cycle sur l'inclusion de la dimension ludique dans les apprentissages. Donc ça, c'est un dispositif qui va mobiliser sur un temps long plusieurs conseillers qui vont pouvoir intervenir aussi bien sur les questions pédagogiques générales que sur des questions plus spécifiques, avec une logique de vous réaliser en autonomie. Et donc, on travaille sur les aspects méthodologiques, on travaille sur la scénarisation, on va travailler sur la définition des objectifs, les éléments d'évaluation, mais on va assez peu intervenir dans la production des médias ou dans la production du scénario détaillé. Et donc là, on le propose dans une logique de cycle de classe inversée ou de cycle sur l'incorporation de la dimension ludique dans l'information. Si je prends l'autre mot-clé qui est le mot appartement, c'est une autre façon que nous avons eu de procéder pour accompagner certains projets, puisque notre champ d'intervention est relativement limité au niveau de la production. Logique d'appartement témoin, c'est l'idée de dire, ben voilà, on propose un forfait d'une certaine manière, un temps. Alors ce temps est parfois élastique et donc ça demande un travail d'adaptation et de toujours bien vérifier qu'on est bien d'accord sur les modalités. Mais l'idée est, au-delà de terminer le besoin à combler et les moyens d'y parvenir, de pouvoir proposer, je vais dire une ébauche, une première étape du projet, une version un peu comme une façade. Hein. On se dit, ben voilà, j'ai une façade et une première pièce dans laquelle je rentre. Je suis dans un prototype de mon cours, mais j'ai une capacité à dire si ce cours aura une élévation de 1, 2 ou 3 étages. Et j'ai déjà une première pièce significative de la forme que ça va prendre, qui me permet d'embrasser les différents éléments de contrainte, les différents éléments du projet que je dois avoir en tête quand je vais le concevoir. Et donc, nous avons pu accompagner comme ça des projets qui avaient une portée limitée d'un point de vue médiatique et une portée limitée au niveau des intentions pédagogiques, mais qui ont nourri suffisamment les équipes pour qu'elles se disent ben, je vais maintenant m'orienter vers la demande d'un financement complémentaire. Et là, on a actuellement, au moment où je vous parle, j'ai vu ce matin passer des projets d'équipes que j'ai accompagnés avec mes collègues sur ce prototype de cours avec les premiers traitements médiatiques. Elles se sont fait une idée, se sont fait une tête sur le sujet, comme on dit chez vous, et puis maintenant elles reviennent avec un projet beaucoup plus étoffé et avec une demande de financement. Et donc on espère pour elles qu'elles seront soutenues dans ce projet-là. Donc, c'est une articulation de moyens comme ça qu'on essaie de mettre en place. En termes de gestion et de pilotage du projet, les choses, au fil du temps, se sont davantage formalisées pour les projets qui sont dans une logique de projet soutenu. Là, je pense à mes collègues de la cellule MOOC. Comme il y a sur une base annuelle, Benoît l'a cité en début de l'intervention, à peu près 4 MOOC qui sont créés annuellement. Un certain nombre d'entre eux sont mis à jour, ou certaines parties des médias sont mises à jour. Ils ont pu développer et formaliser davantage la façon de fonctionner. Mais il y a quand même un trait commun à l'ensemble de ces interventions, c'est un peu la notion d'agilité. Et donc, on va essayer de fonctionner sur des principes de conception souple et par itération, plutôt que de se lancer dans un long débat sur alors,
la définition des objectifs au dernier CARA, la définition de l'évaluation qui va derrière au dernier CARA. On sait que c'est important, mais on sait aussi que ça doit s'ajuster au fur et à mesure parce que ça va tenir compte de réalité de la gestion du projet, parce que ça va tenir compte aussi des intentions des enseignants qui vont se préciser et aussi de la manière dont les équipes se sentent à l'aise avec les outils qu'elles vont manipuler. Et donc c'est important de construire ces éléments du dialogue très rapidement. Merci Pascal et Benoît. Moi, je poserais juste une petite question. Vous avez parlé, il y a un axe qui vise entre autres à mesurer l'impact des innovations. J'aimerais ça savoir dans quelle perspective vous le faites, c'est-à-dire, est-ce du point de vue de l'enseignant que vous accompagnez, qui, lui, mesure l'impact de son innovation pédagogique, notamment dans une démarche SOTL, ou bien c'est de votre côté, vous mesurez les impacts des innovations pédagogiques de façon générale? D'abord, il y a un plan au niveau de l'institution, hein, qui est de tous les enseignements doivent être évalués régulièrement. Ça, c'est une évaluation institutionnelle qui est assez standardisée, on va dire là, comme on l'a partout. Non, ici, on est clairement dans l'optique SOTL. Donc, qui est de dire, on veut que les enseignants puissent se développer, qu'ils deviennent des enseignants réflexifs. Donc, pour ça, il faut qu'ils mettent leur innovation au sens de j'innove, je sais dans quelle direction, je mesure ce que je fais. C'est d'evidence-based education. Hein, donc, tout ce que je fais, je le documente par la littérature que j'ai lue avant et je propose à la littérature le résultat de ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment cette logique-là qui est sous-jacente. Et donc, on essaye, de la mesure de possible, que suite à ces expérimentations et évaluations, il y ait une publication. On a mis en place, par exemple, des classes d'écriture où on a pris, je crois qu'ils sont 8 enseignants, ou 8 équipes en tout cas, où on les mène à une publication pour écrire un chapitre d'un livre ou un article pédagogique. Donc, on est dans de la coécriture. Excellent. Est-ce que vous avez une plateforme pour diffuser justement ces articles pédagogiques-là ou ils sont soumis dans des revues qui acceptent des articles professionnels? Alors, donc, d'abord, on privilégie surtout la publication dans des revues professionnelles. Je ne fais pas de publicité, mais pour l'instant, on est vraiment moteur dans les annales de QPS, donc c'est le colloque QPS. On est en train de lancer la partie des annales, donc ça, on est très fort actif à ce niveau-là. On a même un subside de lycée Louvain pour promouvoir la création de cette revue numérique. Et alors, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'en fait, on avait quelquefois meilleure audience à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle les échos pédagogiques. Ça veut dire que durant la LLD, on prend un module, un slot d'1 heure et demie ou de 3 heures, dans lequel on invite des gens qui ont présenté à l'extérieur ou qui ont matière à présenter, à le présenter aussi en interne. Donc, on est vraiment dans cette logique de dire, d'abord, on privilégie évidemment la présentation devant des pairs à l'extérieur, mais on pense aussi à ce qui se passe en interne. Oui, c'est excellent parce que dans l'approche SOTL, évidemment, l'aspect diffusion, je pense que ça devient quelque chose de particulièrement intéressant, là. Donc, voilà. On avait fait, juste ajouter un chiffre là-dessus. On avait fait la mesure il y a quelques années. On regardait le nombre de communications qu'on avait faites. Hein, et donc, on était vraiment paritaire. C'est-à-dire qu'on avait 50% de nos publications étaient des publications sur notre métier au niveau des conseillers de l'ELEL. Et 50% étaient de communication avec des enseignants. Donc, en coécriture. Donc, c'est intéressant de voir que c'était vraiment… Donc là, c'était principalement compte rendu d'expérience d'un développement, d'une innovation chez l'enseignant. Excellent. Petite question technique avant de terminer. Le vidéomaton, c'est vraiment une idée intéressante. Et je me demandais, est-ce que, parce que l'idée, c'est d'avoir tout de suite hein, quelque chose de tangible là, sur notre clé USB, est-ce que les captations se font en un seul plan séquence ou bien il y a un outil par la suite qui nous permet de faire un petit montage rapide là, pour pouvoir récupérer par la suite la captation? On est plutôt effectivement sur une logique de plan séquence. Donc, on encourage d'ailleurs à cet égard les enseignants à faire de courtes interventions qui durent classiquement 6-8 minutes. Hein, on sait que ça passe mieux. Mais on a aussi le cas d'une enseignante qui, pour la toute première fois, c'est d'ailleurs notre toute première utilisatrice,
a fait une intervention de 50 minutes et s'y a pris 3 fois. Mais elle était très satisfaite de cette façon de fonctionner. Le système, on ne l'a pas encore mis en place, permettrait aussi d'être connecté pour faire du webinaire. Là, techniquement, nous, on n'a pas encore mis ces éléments-là en place. Et les capacités de post-production sur l'outil sont vraiment extrêmement limitées. Donc, en fait, elles se limitent à vraiment ne prendre que le champ, enfin, la séquence de la vidéo qui est utile. Généralement, au démarrage, il n'y a pas de souci. C'est plutôt sur la fin où il y a une petite hésitation, où on se penche pour aller récupérer le bouton stop ou des choses comme ça. Donc, il y a quelques astuces qui permettent de gagner du temps. Par contre, il ne faut pas compter sur le système pour faire du montage. Par contre, la machine est pour extraire et produire la vidéo en l'espace de quelques secondes, si c'est très court, de quelques minutes tout au plus. Donc, voilà. En tout cas, c'est super, puis ça permet, entre autres, aux enseignants qui ont peut-être un peu peur parfois de se lancer dans les capsules vidéo, compte tenu du fait qu'on associe à ça parfois un montage où ça peut être très lourd. Puis aussi, ben, ça n'exclut pas de mettre en place une bonne démarche de design pédagogique pour, entre autres, arriver à bien scénariser sa capsule dès le départ. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Clairement, on voit les effets sur les enseignants. Alors, c'est aussi, Benoît avait évoqué là tantôt des projets d'équipe. Nous, on a été très étonnés de voir autant de demandes individuelles que de demandes d'équipe. Et là, très récemment, on a vu une équipe de 10 enseignants en droit en première année qui sont arrivés et qui voulaient faire un module chacun individuellement de quelques minutes 30 pour raconter, introduire leur module. Et ils sont venus en équipe. On a aussi l'équipe des professeurs de langue, les filles se réunir. Et donc, enfin, on constate aussi de créer les conditions pour que voilà, on puisse rentrer librement, enfin librement sur réservation, mais néanmoins librement dans le mini-studio. On a été coupé. Et puis les enseignants, la porte est fermée, donc ils sont entre eux. Mais voilà. J'ai fait la vidéo chez moi parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu faiblarde. Oui, ça coupe un petit peu. On a déjà dépassé un petit peu le temps, donc ben, je vous remercie beaucoup. Puis au passage, je vous félicite pour tout ce que vous avez fait pour soutenir les enseignants, entre autres, mais aussi sur la qualité aussi de diffusion que vous faites, notamment avec les cahiers. Je trouve ça vraiment super. Donc, évidemment, c'est accessible au grand public. Donc, ça permet là, à tous, là, évidemment, de développer des compétences sur les différentes perspectives que vous avez adoptées. Donc, ben, je vous remercie beaucoup et je remercie aussi tous ceux qui ont passé ce dîner avec nous. Donc, à la prochaine pour un prochain webinaire de la CIRCA.